Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Yves Pourchet à The Next Page, le podcast de la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève, pour parler de Marcel Griaule, un anthropologue, explorateur et écrivain au destin particulier, notamment parce qu'il est entré dans la diplomatie de l'entre-deux-guerres. Yves Pourchet est professeur à Sciences Po Toulouse. Il est l'auteur d'essais historiques et ethnologiques, dont Pierre Laval vu par sa fille, d'après ses carnets intimes, et Les jours de guerre, la vie des Français au jour le jour entre 1914 et 1918, pour n'en citer que deux. Il a effectué des études d'histoire, d'administration publique et d'ethnologie, et ses thèmes de recherche se concentrent sur l'anthropologie politique, l'histoire et l'anthropologie de la guerre, ainsi que l'histoire et la mondanité. Il vient de publier aux éditions Anarcassis des textes de Marcel Griaule sous le titre de « Envahir l'Éthiopie, l'ethnologue en guerre 1935-1936 ». Alors Yves Pourchet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à The Next Page, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Et pour commencer notre conversation et entrer tout de suite dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter Marcel Griaule ? Qui est-il ? Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui est né le 16 mai 1898 dans le département de l'Yonne et il va mourir à Paris le 23 février 1956. Donc il a une vie assez courte, mais une vie très intense. Alors c'est quelqu'un qui au début, du point de vue de ses études et du point de vue de sa carrière, envisageait d'être polytechnicien, c'est-à-dire d'avoir une carrière scientifique. Et il va dériver peut-être à cause des événements et aussi à cause de ses choix. C'est-à-dire que ce sont des gens, il faut bien le comprendre, qui ont été marqués par la Grande Guerre de 1914-1918, qui a été pour eux un vrai bouleversement de vie. Et donc, Griaule, au moment de cette guerre, notamment en 1917, dès qu'il est en âge de porter les armes, va s'engager, donc il est un engagé volontaire, et il va rentrer à l'école d'application d'artillerie de Fontainebleau. Donc il apprend la guerre concrètement. Il va devenir aspirant, donc il monte en grade, et puis ensuite il est affecté à l'école d'observateur de Cézanne. Et là, il y a un moment extrêmement important dans la vie de Griaule, c'est la découverte de l'aviation et du service aéronautique, qui est une arme nouvelle à la fin de la guerre de 14. Et c'est très important pour un anthropologue, pour un ethnologue, parce qu'il y a cette idée qu'on voit à la fois la terre et les hommes du ciel. Donc il y a une perception qui est absolument différente. Griaule va découvrir tout ça. C'est à la fois une technique et évidemment une façon d'envisager et de présenter dans un objectif militaire, bien entendu, dans un objectif de guerre. Et il va, à la fin de la guerre, continuer, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas démobilisés immédiatement. Donc en 1919, il est promu sous-lieutenant et il continue sa carrière militaire, notamment en participant à l'occupation de la Roure, comme officier, et ensuite il part dans l'armée, ce qu'on appelle l'armée du Levant, en Syrie. Donc il y a une espèce de découverte. La guerre de 14, paradoxalement, a permis à beaucoup d'hommes de se confronter soit à des populations absolument nouvelles, soit à des mondes ou à des pays totalement étrangers. Voilà. Donc cette carrière, la jeunesse de Griaule, cette jeunesse d'homme, est marquée par ce phénomène de guerre qui est extrêmement important. Et il faut garder en tête que Griaule restera toujours, malgré sa carrière d'anthropologue, un officier et un militaire. Il sera toujours très attentif. Moi, je suis, par exemple, allé voir son dossier d'officier, qui est un document très important, qui est conservé aux archives militaires de Vincennes. Et donc, vous avez tout un récit et vous avez un certain nombre de correspondances où Griaule fait rectifier un certain nombre, et notamment l'armée se sert de lui en tant qu'observateur et aussi en tant qu'anthropologue. Il y a toujours une double participation, donc il faut garder cela en tête. Après ces événements, en 1923, on a une rupture, c'est-à-dire tous ces gens se trouvent confrontés à choisir une vie. Donc, Griaule avait certainement la possibilité de rester dans l'armée, il ne l'a pas choisi. Et à ce moment-là, il a 25 ans, donc c'est un âge tardif, il reprend ses études et il choisit l'ethnologie et la linguistique. Donc une formation très particulière et très rare à cette époque-là, elle est très marginale. Il va suivre les cours d'un professeur renommé qui s'appelle Marcel Cohen et il va apprendre notamment 2 langues éthiopiennes, c'est la grande découverte, qui sont l'amharique et le guèze. Et il suit aussi
les cours de l'ethnologue le plus important, le plus prestigieux, qui est Marcel Mauss. Donc Gruol acquiert une formation, un bagage d'anthropologie. Et à partir de là, il va s'engager dans cette carrière, dans ce métier d'ethnologue. Sa vie privée, il faut en parler un peu quand même, parce que tout n'est pas travail, et tout n'est pas, bien entendu, activité militaire. Il se marie en 1924, il va avoir trois filles, dont une, Geneviève Calame-Gruol, va devenir une célèbre linguiste. Donc il transmettra à certaines de ses filles son talent, en tout cas son goût et sa curiosité pour l'anthropologie. Voilà, donc il y a ce stade de formation. Et en 1928, Gruol se lance dans l'aventure anthropologique, dans l'observation et dans la découverte de populations. Et il part dans ce qu'on appelle, en 1928, l'Abyssinie, ce qui était l'Éthiopie à ce moment-là. Donc, il y a un moment fondamental, bien entendu, d'application en vérité de tout ce qu'il a appris antérieurement, c'est-à-dire ces langues, il va les parler sur le terrain, il va observer. Et il approche, bien entendu, des populations. Alors, je continue un peu avec les explorations qui vont suivre, et puis je vais revenir à cette expédition de 1928 qui est aussi très importante. Après 1928, il va se lancer, il va organiser 4 grandes expéditions. La première, c'est une mission très importante qui va marquer à la fois ce qu'on appelle la muséographie, mais aussi l'anthropologie ou l'ethnologie, c'est la mission Dakar-Djibouti, qui est quelque chose de très important, qui a lieu entre 1931 et 1933. Là, Gruol est un animateur, en quelque sorte, c'est lui qui conduit cette expédition, qui a été préparé et qui va marquer, bien entendu, à la fois le monde colonial et l'aventure anthropologique. Et ensuite, il va continuer, en 1935, avec d'autres expéditions, Sahara-Soudan, 1935, et 1936-1937, Sahara-Cameroun, et 1938-1939, Niger, lac Iro, et il finira comme terrain essentiel. Il est connu essentiellement pour ses travaux sur les Dogons, qui sont une population du Mali. Donc il a couvert une partie de l'Afrique, il a visité, il a accumulé des informations, des objets, et c'est très important. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Marcel Gruol se situe dans ce qu'était l'ethnologie à ce moment-là. C'est-à-dire à la fois un voyage, une découverte, et puis une géographie. Ce sont des mondes immenses. On voyage avec les moyens du temps. Il faut dresser des cartes, donc il est très attaché à la cartographie, et il est aussi un collecteur, c'est-à-dire il faut prouver, il faut montrer aux populations européennes les mondes que l'on observe, donc il ramène des tas d'objets, et toutes les collections que l'on possède aujourd'hui ont été alimentées par ce travail anthropologique qui s'est fait à ce moment-là. Alors, revenons à un mot au départ, en quelque sorte. 1928, cette découverte de l'Abyssinie et de l'Éthiopie. C'est une aventure personnelle de Gruol qui va le marquer, qui va expliquer ce qui se passe par la suite, c'est-à-dire au moment de cette guerre italo-éthiopienne. Gruol découvre des pays et il connaît aussi des hommes, notamment un personnage fastueux, très important, qui était une sorte de roi. On appelait ça, alors résumons, les titres français ne correspondent pas aux titres éthiopiens, aux titres africains, il y a toujours quelque chose, mais il connaît personnellement quelqu'un qui s'appelle le Ras Eilou. Et il va accompagner ce personnage qui est le gouverneur très puissant, gouverneur du Godja, donc il va rentrer dans son intimité. Et donc il va accéder à l'Éthiopie aussi à travers l'étude des pouvoirs éthiopiens par l'intermédiaire de ce personnage. Et il va l'accompagner dans sa tournée. Il impose la civilisation éthiopienne aux autres peuples, c'est-à-dire qu'il y a une dimension aussi coloniale à l'intérieur de l'Empire d'Éthiopie, et donc ce personnage est en mouvement. Gruol suit, observe, il va même, pour développer sa démonstration en quelque sorte, par exemple, dessiner les plans d'un camp militaire éthiopien. Donc c'est quelque chose à la fois de précis et de méticuleux. Donc
Griol connaît la vie politique et la vie militaire de l'intérieur. Il éprouve les troupes, il connaît leur armement, il connaît leur technique. Alors il ne fait pas que ça, il est aussi un observateur des populations, c'est-à-dire quel est le régime des terres, comment s'organisent les récoltes, comment s'organise évidemment la vie ordinaire de ça. Donc il collecte, il dessine, il prend des photos, c'est un observateur passionné. Et là, bien entendu, il faut dès ce moment-là parler d'un observateur engagé dans la carrière de Griol. Il a ses méthodes qui sont les méthodes générales de la discipline, mais il a aussi sa propre conception de la discipline, ce qu'il veut faire, parce qu'il a un tempérament en quelque sorte de très volontaire, très courageux, et il affronte les difficultés. C'est pas quelque chose. Il a abandonné sa famille, enfin abandonné entre guillemets, mais il a laissé sa famille. Sa femme attend, bien entendu, ses comptes rendus. C'est une entreprise familiale qui se met en place et c'est aussi très, très, très important. Et grâce à lui, on a une description de ces mondes que l'Europe ignorait en vérité. Elle ne connaissait pas du tout ce pouvoir. Elle connaissait bien entendu l'Empire d'Éthiopie, elle connaissait le Négus, la figure d'Haïlé Sélassié, mais de l'intérieur, cette connaissance précise, méticuleuse de ce que sont les pouvoirs et ce qu'est la vie ordinaire de l'Éthiopie, elle l'ignorait. Donc on a là quelque chose qui se met en place. Et Griol découvre sa passion, en vérité, qui est une passion à la fois de la conduite d'expédition, de la direction d'expédition, de l'animation d'entreprise, à la fois d'observation et de collecte. Et c'est quelqu'un qui est à la fois exigeant, très exigeant pour lui-même, mais exigeant pour les autres, dur certainement, dans la direction du travail scientifique, mais qui permet en vérité d'obtenir des résultats très importants. Et on aura, par exemple, les tableaux que nous donneront Michel Léris, par exemple, dans un livre très célèbre qui s'appelle Afrique fantôme, le portrait qu'il dresse de Marcel Griol en tant que chef d'expédition, quelqu'un qui comme ça. Et Griol reviendra de ces multiples séjours en apportant une moisson considérable. Donc on a des choses qui sont conservées dans des musées et il donnera un livre absolument nouveau du point de vue de son écriture, de son style, qui s'appelle Les Flambeurs d'Hommes, on y reviendra, qui est publié en 1934 sur cette Éthiopie, qui sera traduit dans de multiples langues et qui obtiendra le prix Gringoire, un prix très important. Ce qui nous montre aussi que Griol est attentif au travail de vulgarisation, c'est-à-dire parce qu'il sait très bien qu'il ne sert à rien d'effectuer des travaux scientifiques si on ne les diffuse pas dans les populations et si on ne donne pas à voir. Donc le style, je parle là du style écrit, de cette littérature qu'il construit, est quelque chose qui va être très important pour lui. Griol, c'est à la fois un chef d'expédition, mais c'est aussi un écrivain. Et pour moi, ça a été quelque chose de très important. Voilà un peu la présentation et le tableau que je pouvais faire d'une personnalité qui est extrêmement riche et extrêmement importante. Oui, tout à fait. Quelle histoire de vie. Et donc, pourquoi avez-vous décidé de rassembler plus de 50 textes de Marcel Griol qui ont été publiés dans différents journaux? Donc, les textes vont de juin 1935 à juillet 1936. Et pourquoi avez-vous décidé de les publier et pourquoi ce choix de date? Écoutez, pour moi, ça a été une espèce d'aventure et c'était d'abord un travail universitaire. C'est-à-dire que je faisais un cours d'anthropologie de la guerre à l'intention d'étudiants de l'Institut d'études politiques, dans un master de relations internationales, donc un cours d'anthropologie de la guerre. Et donc, je cherchais un document qui soit à la fois un document de travail et qui permettait aux étudiants de se saisir d'une réalité nouvelle. Et un jour, j'ai découvert un document que je trouve important, qui était un supplément d'une revue qui s'appelle Vue, qui était une revue nouvelle parce qu'elle montrait des images, voilà, c'était pas que du texte, il y avait des photos, un supplément de juillet 1936
qui était intitulé « La vérité sur la guerre italo-éthiopienne ». Donc c'était le moment où, évidemment, on présentait aux populations françaises et aux populations européennes ce qu'était cette guerre italo-éthiopienne. Donc il y avait ce document, et alors c'était ça, la vérité sur la guerre italo-éthiopienne, une victoire de la civilisation, et le texte sur la couverture était signé Le Négus, donc comme si Le Négus présentait, écrivait un texte. Or, quand j'ai ouvert le texte, j'ai vu que, évidemment, le véritable auteur de ce texte, c'était pas Le Négus, en tout cas, il avait peut-être parlé, mais c'était Marcel Griol. Donc, pour moi, c'était un document pédagogique très intéressant, c'est-à-dire poser la question à la fois de l'Éthiopie, de cette guerre italo-éthiopienne, et quand je dis de l'Éthiopie, c'est-à-dire à travers la parole collectée du Négus, ce qui était sa géographie, ses populations, ses langues, ses religions, voilà, une présentation, ce qui est très important, les frontières de l'Éthiopie, et puis le récit de cette guerre comme une forme de dénonciation, une forme d'appel à la morale et à la justice du monde pour dire voilà ce qu'on nous fait, nous, population éthiopienne. Donc j'ai pris ce texte et j'ai fait pendant des années, c'est quelque chose, en fait, cette entreprise avec Marcel Griol, ce parcours Marcel Griol, je le conduis depuis plus de 15 ans, c'est-à-dire que ce livre est un aboutissement de 15 ans de travail. Et à partir d'un certain moment, je me suis dit, il faut peut-être aller plus loin. Et grâce à des sources nouvelles, j'ai pu inventorier tous les articles, enfin une grande partie des articles que Marcel Griol publiait dans la presse. Ce sont des articles de journaux pour expliquer les opérations militaires qui se faisaient à ce moment de la guerre, c'est-à-dire de septembre 1935 à mai 1936. Donc Griol écrit régulièrement dans un certain nombre de journaux pour rendre compte. Donc ça a l'avantage du journalisme, c'est-à-dire qu'on a ce côté paradoxal de la situation, c'est-à-dire Marcel Griol devient journaliste, il se fait journaliste avec ses méthodes qui sont celles de l'ethnologue et celles du géographe de l'Éthiopie. Il explique. Donc, j'ai repris tous ces articles, je les ai collectés, c'était un immense travail. Il a fallu à un moment donné choisir, parce que Griol, à un moment donné, veut évidemment imposer son explication, donc il se répète, donc il fallait couper un certain nombre d'articles, concevoir un plan. Griol n'était pas là pour le faire, donc il ne l'avait pas fait, il fallait le remplacer. Et donc à partir de là, on a un certain nombre de choses qui suivent la chronologie, voilà, la chronologie de la guerre. On a cette guerre à travers les explications que Griol donne dans les journaux de la presse française et de la presse suisse. Voilà, c'est un travail, un ensemble, un texte un peu artificiel, mais un texte réel sur les bases et sur les sources que nous a données Marcel Griol à ce moment-là. Oui, vous commencez l'introduction de votre ouvrage en disant « C'était la guerre et c'était l'Éthiopie de 1935 ». Est-ce que vous pourriez nous faire un bref récit du déroulé de la crise d'Abyssinie ? Écoutez, la guerre, cette crise entre l'Éthiopie et l'Italie, elle dure depuis longtemps, puisque évidemment, dès la fin du XIXe siècle, l'Italie avait subi la défaite d'Adoua en 1896, qui avait été un traumatisme dans la pensée européenne. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde colonial. Les entreprises coloniales se sont succédées. Donc l'Angleterre, bien entendu, la France, l'Espagne, et puis l'Italie qui veut sa partie. Donc dans cette ère géographique, l'Italie s'est installée, elle a pris une partie de la Somalie, une partie de l'Érythrée, elle est présente dans cette géographie, et elle a eu bien entendu ce désir de s'étendre vers cet empire d'Éthiopie. Donc fin 19e siècle, l'affrontement a eu lieu, Ménélique a été victorieux et il y a eu une espèce d'entente. Mais l'Italie n'a pas été chassée. Enfin, je veux dire, elle est restée en Érythrée, elle a continué à s'organiser. Donc,
l'arrivée au pouvoir de Mussolini, du fascisme, c'est aussi la volonté de réactiver l'entreprise coloniale. Mussolini affirme, bien entendu, qu'il a été spolié dans les traités de paix qui ont suivi la guerre de 1914 et 1918, et que l'Italie, qui a donné beaucoup en hommes, en victimes de cette grande guerre, dans le combat contre l'Autriche et contre l'Allemagne, réclame en quelque sorte une part du gâteau. Et cette part, il la veut sur cette terre d'Afrique, parce qu'il dit l'Italie a trop de jeunes, trop de population, il faut créer une colonie italienne. Voilà, une colonie. Et donc c'est cette volonté. Donc il y a, à partir des années 30, une tension formidable, c'est-à-dire une exigence italienne qui veut soumettre ou même détruire l'empire d'Éthiopie. Et ça commence avec, dès le 5 décembre 1934, avec les incidents qu'on a appelés les incidents de Walwal, c'est-à-dire les troupes sont confrontées, il y a un certain nombre de morts, et dès ce moment-là, l'empereur joue le jeu de la négociation. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne veut pas l'affrontement, parce qu'il ne souhaite pas la guerre. Donc il y a la volonté personnelle d'Haïlé Sélassié, et donc il va soumettre le contentieux à la SDN, à la Société des Nations. Et donc la Société des Nations est saisie. Elle va essayer d'enquêter toute la question de savoir si on doit appliquer des sanctions à l'Italie, justement pour cette ingérence dans le territoire, si l'Italie est fauteuse de guerre. Donc il y a toute la politique européenne, le contexte terrible qui s'est mis en place, les fascistes en Italie, les nazis bien entendu en Allemagne, la guerre d'Espagne va éclater, donc des tensions internationales très fortes, une SDN, le jeu de Moscou aussi des communistes, bien entendu, qui observent tout ça et qui participent, bien entendu, à un moment donné, à cette tension. Et donc, à partir du 3 octobre 1935, les opérations militaires s'engagent, c'est-à-dire l'Italie envahit l'Éthiopie. Et donc la guerre va durer du 3 octobre 1935 au 5 mai 1936, quand les troupes italiennes rentrent dans Addis Abeba. L'empereur a dû partir en exil, et donc à partir de là, il y a cette espèce de triomphe momentané de victoire italienne qui s'est mise en place. Donc la chronologie, c'est ça. C'est 3 octobre 1935, 5 mai 1936, mais Griol, dans ses explications, a commencé avant à présenter l'avant-guerre et à expliquer l'Éthiopie, parce que la guerre, pour être comprise, pour être vue, a besoin, bien entendu, de se situer dans ce contexte et dans cette réalité éthiopienne. Oui, tout à fait. Et maintenant, voyons donc la fonction de Marcel Griol en tant que conseiller de l'Éthiopie à la Société des Nations. Dans la publication de Marcel Griol intitulée « La peau de l'ours », dont vous le définissez comme un livre d'humeur et d'arguments, il écrit qu'il a été entraîné à Genève en juillet 1935 par le correspondant à Paris du Chicago Daily News pour suivre la question de l'Éthiopie, et il indique que ni lui ni le correspondant n'avaient imaginé l'imprudence qu'il pouvait y avoir à lancer un ethnographe dans la diplomatie. Alors comment cet ethnologue français devient expert puis conseiller particulier d'Haïlé Sélassié pendant la guerre ? Est-ce qu'il avait un rôle officiel ? Quelle était sa position dans la délégation éthiopienne ? Alors ça c'est très intéressant. On voit aussi la carrière de Griol, c'est-à-dire qu'il était militaire, il devient ethnologue, il était devenu journaliste, et là il devient un conseiller diplomatique. Donc, alors il ne le fait pas certainement de sa propre volonté, c'est-à-dire le monde change et il s'adapte. Il s'adapte parce qu'il a une passion, et il a une volonté, et cette passion, c'est la passion des idées, c'est-à-dire évidemment défendre le faible qui ici est l'Éthiopie, et aussi, il le dit dans son texte, rétablir un peu la balance, c'est-à-dire que tous les pouvoirs, toutes les forces intellectuelles, etc., ne soient pas du côté de l'Italie. Donc, Griol, je l'ai dit antérieurement, lors de cette expédition de 1928, et puis ensuite, lors d'expéditions Dakar-Djibouti, a été amené à connaître les gouverneurs de l'Éthiopie. Il a connu le Ras Elou,
qui était un personnage très important, et il a connu Haïlé Sélassié, personnellement. Au début, les choses ne se sont pas bien passées, d'ailleurs, entre lui et Haïlé Sélassié. Il y a eu chacun un tempérament. Griol avait été très exigeant et très, très dur, donc il ne supportait pas qu'on s'oppose à son entreprise anthropologique, son entreprise de collecte. Mais ils se connaissaient. Et donc, à partir de là, Griol, qui avait une maison à Collonges-sous-Salève, à côté, bien entendu, dès que les événements éclatent, est certainement sollicité par des amis éthiopiens, et il se met au service du Négus. Alors, sa fonction, c'est une fonction à la fois d'expertise, de traduction et d'explication. Donc, il n'a pas un rôle, une mission diplomatique telle qu'on pourrait la concevoir aujourd'hui. Griol est un pragmatique, il s'adapte à la situation. Et il constate un certain nombre de choses. Dans le livre qu'il va écrire et qui va être publié en 1936, dont vous avez parlé, La peau de l'ours, qui est un livre très important. Et dans ce livre, il raconte la vie de la SDN à ce moment-là, les négociations de la SDN. Donc c'est un document à la fois important et précieux. Qu'est-ce qu'il dit dans sa préface ? Il dit « Le conflit italo-abyssin divise le monde, l'Europe, les nations, les familles, il divise les amis. » C'est déjà évidemment l'idée que cette guerre éthiopienne n'est pas qu'une italo-éthiopienne, n'est pas qu'une guerre africaine. Elle menace l'ensemble de l'humanité. Et c'est cette prise de conscience, c'est cette vision particulièrement lucide de Griol, de dire évidemment, n'ignorons pas ce qui se passe en terre africaine parce que ça va nous éclater à la figure. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. La guerre qui naît là-bas va nous arriver en terre européenne. Et ça, c'est très, 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 très important. Donc, le journaliste américain c'est peut-être une façon de raconter, qui l'amène à Genève, il dit, voilà, et Griol dit, voilà, les conséquences de cette invitation, il dit, il ne pensait pas, et l'expert non plus, c'est-à-dire lui-même, à l'imprudence qu'il peut y avoir à lancer un ethnographe dans la diplomatie. C'est-à-dire ce qu'un ethnographe, un véritable scientifique, peut apporter à l'action diplomatique. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, ce qui fait à la SDN, voilà, concrètement, l'Italie, nous sommes dans un travail à la fois de négociation et d'expertise. Chacun des deux camps, l'Italie et l'Éthiopie, accumule des arguments. Et pour justifier sa guerre, l'Italie produit un mémoire important. Elle dit, ben voilà la situation de l'Éthiopie. Et voilà pourquoi nous allons apporter un monde nouveau à l'Éthiopie. Et pourquoi notre entreprise est nécessaire. Ce n'est pas quelque chose qui peut être nié, parce que nous allons apporter, entre guillemets, la civilisation en terre éthiopienne. Or, ce mémoire italien, paradoxalement, se sert du livre de Marcel Griol, Les Flambeurs d'Hommes. Ils vont citer un certain nombre, ils vont utiliser les travaux de Marcel Griol pour montrer, en vérité, que n'existe en Éthiopie qu'une forme de barbarie qui s'appuie, bien entendu, sur un pouvoir tyrannique, qui s'appuie sur la cruauté et la violence. Donc, les flambeurs d'hommes, c'est ça, c'est le récit d'une exécution capitale à la suite d'un régicide. Un monde sauvage qu'il faut faire avancer, ça c'est l'argument italien. La présence de l'esclavage, qui est insupportable, de la lèpre, donc l'incapacité à traiter. Et donc l'Italie dit, ben, nous allons changer tout ça, nous allons nous apporter la civilisation. Et Griol, évidemment, reprend un peu à ce moment-là ou anticipe sur la pensée de Lévi-Strauss quand il dit le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. Voilà. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est un argument en rhétorique, et lui va reprendre à la fois ce mémoire et expliquer évidemment la différence, la singularité de cette Éthiopie. Il dit, mais de quel côté est la civilisation ? Est-ce que la civilisation, c'est par exemple l'usage du gaz dans les tranchées, par exemple, tel qu'il a été fait ?
comment les Européens qui ont fait cette guerre terrible de 1914-1918 osent-ils donner des leçons de morale aux Africains qui se sont comportés finalement beaucoup mieux que nous l'ont fait les Européens. Et donc, chaque fois, il réagit, il prend chaque argument pour à la fois le démonter complètement en argumentant avec des critères scientifiques qui sont basés, bien entendu, sur à la fois sa connaissance des populations, des religions, des économies, de l'organisation du travail, du régime des terres. Voilà, ils disent ce n'est certainement pas le bonheur, mais où est le bonheur dans l'organisation humaine? Est-ce que le fascisme italien offre-t-il le bonheur? Et il l'avertit, en vérité, mais il le fait du point de vue de cette science qu'il a acquis pendant ces années. Oui, alors là, ce qui est intéressant, c'est que nous, à la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève, nous sommes très sensibles à cette question du différend entre l'Éthiopie et l'Italie, parce que nous possédons le fonds d'archives de l'ASDN, de la Société des Nations, que nous avons entièrement numérisé après un projet de 5 ans. Et nous avons dans les documents officiels donc, de la Société des Nations le mémoire du gouvernement italien qui a été publié le 11 septembre 1935. Et le gouvernement éthiopien décide d'envoyer comme réponse au mémoire des commentaires de Marcel Griaule. Donc nous avons aussi cette réponse de l'Éthiopie dans les documents officiels. Or vous, dans votre livre, dans la partie qui est intitulée « La mauvaise foi romaine », vous publiez 3 articles de Marcel Griaule qui commentent aussi, qui parlent de ses commentaires sur le mémoire italien. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça fait un bon complément entre la vision officielle, les documents officiels et puis les articles de Marcel Griaule. Qu'est-ce qu'il explique en détail un peu dans ces textes ? Il explique, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il est très précis et très détaillé sur le régime des terres, par exemple, c'est-à-dire à qui appartiennent les terres. Il explique à la fois les héritages historiques, des terres qui sont à la fois des terres du pouvoir, c'est-à-dire des terres de conquête. L'Empire d'Éthiopie, c'est aussi une construction historique, avec une centralité et puis des périphéries, des populations périphériques, qui n'ont pas forcément le même statut. Ni la même histoire. Donc il raconte tout ça, il précise. C'est-à-dire qu'évidemment, l'histoire, elle ne sert pas qu'aux populations européennes. Il existe une histoire africaine très riche. Et donc, c'est toute construction politique et le résultat, bien entendu, d'une accumulation de siècles et de tentatives. Donc, évidemment, il y a des populations qui sont arrivés, qui ont occupé, qui ont soumis d'autres populations. Donc il explique toute cette histoire éthiopienne qui se met en place. Et puis sur chacun des arguments, c'est-à-dire l'argument religieux qui est très important, c'est-à-dire dans cette guerre, on est dans ce paradoxe très fort. Comment 2 populations chrétiennes, parce que là nous avons 2 populations chrétiennes, et comment l'Italie, où se situe évidemment la papauté, peut-elle agresser et violenter, détruire des églises, bombarder des populations chrétiennes. Donc là aussi, il montre aussi la diversité religieuse, la composition. Et puis par exemple, sur des choses très importantes, sur la question de l'esclavage, c'est-à-dire évidemment, c'est pas une justification de l'esclavage qu'il fait, c'est une explication d'une réalité. C'est-à-dire comment on peut demander à un peuple africain d'être au même niveau de développement, d'histoire en vérité, qu'une population européenne. Et ça, c'est très, très important. Et par exemple, sur la question de la lèpre, des maladies, etc., c'est-à-dire qu'évidemment, ces populations font avec ce qu'elles ont. Et puis, il le dit, si on arrêtait tous les tuberculeux, etc., ou si on comptait tous les tuberculeux qui existent en Europe, est-ce que, évidemment, on ne devrait pas considérer que l'Europe est un pays barbare? Vous voyez, c'est une espèce de relativisation et d'inversion qui se met en place. Donc, il est dans cette précision intellectuelle. Donc, chaque chose peut se discuter, peut se débattre. Griaule n'est pas quelqu'un qui refuse, bien entendu, la discussion, au contraire. Mais dans la tentative de comparaison et dans l'alibi colonial dont se sert l'Italie, et évidemment, il y a quelque chose de totalement faux et de totalement abusif. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer
en 1935 qu'on va apporter la civilisation. Voilà. La civilisation, on ne l'apporte pas comme ça, ça n'existe pas. Ce sont des arguments qui sont déjà à ce moment-là totalement dépassés. Toutes les nations européennes relativisent dès ce moment-là, commencent en tout cas à relativiser le rôle et l'importance de cette histoire coloniale. Et donc c'est totalement paradoxal qu'un régime comme le régime fasciste italien se lance dans cette aventure. Voilà. Et Griol le fait avec des arguments qui sont très personnels. Il dit « Moi, j'ai beaucoup d'amis en Italie. Les principaux éthiopisants, ceux qui connaissent finalement, ce sont aussi des écoles italiennes. » Voilà. On est dans cette difficulté. Griol aime l'Italie. Voilà. Et donc, il ne le fait pas par adversité ou par détestation. Mais il le fait pour rétablir, je le répète, cette balance qu'il trouve insupportable. D'où les raisons de son engagement très fort et de ce basculement en quelque sorte dans l'action. Oui, et si on avance dans le temps, un peu moins d'un an après le Mémoire italien, c'est donc Marcel Griol qui va rédiger le fameux discours qu'Haïlé Sélassié va prononcer devant l'Assemblée de la Société des Nations à Genève le 30 juin 1936. Alors l'empereur s'exprime d'abord en français, puis il continue son discours en amharique, et vous publiez d'ailleurs une partie du texte du discours dans la section de votre livre « Écoutez le Négus ». Alors je vous propose de commencer par écouter un extrait sonore de ce discours que nous avons dans nos archives. Il s'agit de la voix d'Haïlé Sélassié qui a été enregistrée le jour du discours. Président, merci mes délégués. Je prie l'Assemblée de m'excuser si je n'exprime pas en français comme je l'aurais voulu. Je dirai mieux pour ma pensée avec toute la force de mon esprit et de mon cœur en parlant en amharique. Et donc, le Négus commence son discours en amharique. Alors, il s'agit d'un discours qui a fait sensation, qui a eu beaucoup de retentissement à l'époque. Et donc, quel a été le rôle de Marcel Griol dans la rédaction de ce discours? Est-ce qu'il était à Genève à ce moment-là avec Haïlé Sélassié? Et quelle était la situation donc, de l'Éthiopie en juin 1936? Le rôle de Griol a été certainement déterminant dans la rédaction de ce discours, parce que l'Éthiopie, à ce moment-là, a besoin d'aide, de conseillers. Évidemment, elle est affrontée à une organisation qu'elle connaît un peu, mais mal. Enfin, donc, la présence italienne est extrêmement forte au sein de la SDN. Il faut rétablir un peu les choses. Et Griol va intervenir bien avant le discours, parce que, évidemment, quand le Négus est parti, il a quitté l'Éthiopie, il est allé à Jérusalem, et ensuite, il est revenu à Gibraltar. Et à ce moment-là, Griol a rejoint le Négus à Gibraltar, donc ils se sont retrouvés et ils ont commencé à travailler ensemble. Donc Griol recueille des documents, notamment dans ce qui va devenir ce mémoire qui est publié dans Vue, c'est ce document dont j'ai parlé tout à l'heure, et sur le bateau qui mène le Négus à Londres, avant de rejoindre Genève, Griol est sur ce bateau et ils travaillent ensemble. Alors ça, on le sait précisément, parce que grâce aux petits-enfants de Marcel Griol, qui m'ont beaucoup aidé dans ce travail, notamment j'ai pu avoir la correspondance personnelle que Griol, enfin les lettres que Griol écrivait à sa femme à ce moment-là, parce que Griol était toujours en relation. Et donc il explique son travail auprès du Négus à sa femme. Il dit certainement, il travaille, il recueille sa parole. Et donc, on a déjà cette idée d'argumentation, c'est-à-dire de donner au Négus les moyens d'exposer non seulement à la SDN, mais au monde, la violence terrible que vient de subir l'Éthiopie. Parce qu'évidemment, cette guerre, ça a été toute une chronologie, c'est-à-dire on a commencé dans une forme même de guerre classique, en utilisant d'ailleurs souvent des supplétifs. C'est-à-dire que l'armée italienne, ce qu'appelle Griol l'armée des Blancs, elle est précédée par les troupes érythréennes, les Askaris, toutes les troupes noires qui vont combattre en Éthiopie. Mais l'échec des offensives italiennes
conduisent Mussolini à décider, mais c'est aussi la conduite de la guerre, et les événements actuels nous font penser à tout ça quand même de façon très douloureuse, c'est-à-dire jusqu'où va la guerre, où sont les limites de la guerre. Mussolini décide à un moment donné de brusquer les choses pour avoir sa victoire et d'utiliser massivement les gaz. Et donc, il va faire cette chose terrible en se servant de son aviation, c'est-à-dire de bombarder de gaz toxiques une population complètement désemparée qui ignorait toutes ces choses. Et le Négus, dans son discours, veut dire attention, c'est-à-dire, c'est les mots que lanceront ensemble Griaule et le Négus, c'est-à-dire avis aux Éthiopies futures. Parce que ce qu'a subi l'Éthiopie, les choses vont venir sur d'autres populations. Et en cela, ils ont été ensemble assez visionnaires, puisque va suivre la guerre d'Espagne, Guernica, c'est ça, et ensuite, toutes les guerres européennes, la France va subir les mêmes choses, mais aussi, évidemment, la Belgique, la Hollande, le Danemark, etc. Le monstre nazi qui va se développer usera des mêmes techniques et de la même type de violence. Donc le discours du Négus, c'est un formidable avertissement. C'est certainement un texte majeur dans la pensée politique et peut-être dans la dénonciation de la guerre. Faites attention, parce que ce qui nous est arrivé, et va vous arriver et peut vous arriver. Et cet avertissement, il le lance au monde comme une formidable mise en garde. Voilà, quelque chose qui est absolument inoubliable. Je trouve d'ailleurs que c'est un texte qui devrait être enseigné, répété, parce qu'il nous parle de toutes les guerres, des guerres aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, on peut avoir peur, on ne sait pas jusqu'où peut aller, où sont les limites de la guerre, jusqu'où peuvent aller des dirigeants, en quelque sorte, qui sont incapables de donner à leur peuple une victoire. Et donc, pour couper l'herbe sous les pieds, ils sont capables d'utiliser les pires des armements. Et si on revient au rôle de Marcel Griaule en tant que journaliste, ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'il ne s'agit pas d'un journaliste envoyé spécial sur le terrain, puisqu'il est à Paris et à Genève, et il écrit ses articles en réagissant à des dépêches d'Havas ou de Reuters. Est-ce que, donc vous nous avez déjà cité, vous nous avez un peu parlé donc déjà de ce travail de journaliste, mais est-ce que vous pourriez nous dire dans quel type de journaux il écrit ? Quel ton utilise-t-il ? Ça, vous l'avez un peu mentionné, mais aussi comment réagit l'opinion publique, tant française que suisse, à ces articles ? Alors, ce que vous venez de dire est très important. C'est pas un correspondant de guerre. C'est-à-dire que Griaule, quand cette guerre éclate, ne repart pas sur le terrain. Et d'ailleurs, tous les récits des correspondants de guerre qui sont présents en Éthiopie. Alors, le statut de correspondant de guerre est un statut très ambigu, parce qu'évidemment, il y avait des correspondants de guerre du côté de l'armée italienne, qui était complètement... c'était un travail de propagande, en vérité. Ce que faisait De Bonneuil, etc., c'est un travail de propagandisme. Et puis les autres, qui étaient à Addis Abeba, disent évidemment, on ne voit rien, parce qu'on ne peut pas se rendre sur le front. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc Griaule le savait qu'il était inutile d'aller sur le terrain, parce que cette présence-là sur le terrain ne lui apporterait rien. Qu'il était beaucoup plus utile, soit en France, soit à Genève, parce que là, il était au cœur, en quelque sorte, de la collecte d'informations et de l'événement diplomatique. Donc, il va se servir à la fois comme source des dépêches, et puis des communiqués de guerre. Donc, il lit aussi la documentation italienne. C'est d'ailleurs pour ça que dans le livre, j'ai tenu à mettre des extraits très importants, parce qu'on avait besoin aussi de voir comment le côté officiel italien présentait la guerre. Parce qu'évidemment, dans ses écrits, Griaule a toujours tendance à minimiser les défaites éthiopiennes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Éthiopie va être capable de se restructurer, en tout cas de résister à l'avance italienne. Mais bon, on voit bien que les choses ne se passent pas comme ça. Alors dans les journaux, au début, évidemment, c'est cette difficulté. Quand une guerre éclate, les médias sont toujours très attentifs à l'information. Voilà. Donc, ils sont avides, en quelque sorte, de textes qui parlent de cette guerre. Et Griaule va écrire, notamment dans un hebdomadaire très important qui s'appelle Marianne, qui est le journal d'Emmanuel Berle,
donc qui est un journal très accueillant pour sa plume, donc on a tout. Mais il écrit aussi dans des tas de journaux d'information français, qui s'appelle le journal, l'œuvre, Excelsior, on a des choses, c'est. Et puis à Genève, le journal de Genève qui le reçoit. Il donne aussi des conférences, il se déplace, il participe à des événements. Et évidemment, la lecture se fait de cette information. Donc au début, on a beaucoup de choses, et puis au fur et à mesure, on sent que évidemment la presse française et la presse internationale se détournent un peu, parce que l'actualité est ailleurs. Et donc cette guerre éthiopienne apparaît comme une question qu'il faut résoudre et qui devient marginale. Les périls se font ailleurs. Et donc l'opinion publique, puisque vous me posez la question, l'opinion publique française, consent très vite, majoritairement, surtout du côté de la droite, à l'abandon de l'Éthiopie. Elle considère que, ma foi, les arguments italiens sont recevables. Pourquoi ne pas leur concéder cette colonie alors que nous-mêmes, nous avons, enfin là, je parle de la France, même de l'Angleterre, dispose d'un empire colonial très vaste. Donc l'argument italien semble légitime. En France, vous avez un président du Conseil qui s'appelle Pierre Laval, qui a signé avec Mussolini les accords de Rome. Donc on a pu considérer qu'il donnait son feu vert à l'entreprise italienne. Et évidemment, en Angleterre aussi, vous avez des tendances très contrastées. C'est certains qui veulent défendre l'Éthiopie et puis d'autres qui veulent accepter la domination italienne. Voilà, il y a aussi l'idée que l'Europe, très vite, s'est lassée de cette guerre, en quelque sorte, et elle a pris conscience du coup de force italien pour l'accepter. Voilà, quelque chose. Donc, au fur et à mesure, on a une espèce de perte d'intérêt très vite sur ces guerres. Et c'est ça le danger des guerres aussi, très, très, très important. C'est-à-dire qu'au début, on est très attentif sur l'événement parce qu'il y a un phénomène de nouveauté, de découverte, et puis très vite se met en place une espèce de lassitude, des informations qui se répètent en vérité, un front qui stagne en quelque sorte, des opérations militaires que l'on suit mal, et puis un dépassement par une actualité qui est très différente. Vous voyez, regardez aujourd'hui combien de conflits ignorons-nous, qui sont des conflits toujours actuels. L'Éthiopie, ces derniers mois et ces dernières années, était traversée par des guerres, et aujourd'hui, où est l'information sur ce qui se passe en Éthiopie actuellement ? Oui, alors venons-en un petit peu au contexte actuel, effectivement, parce que nous venons de voir que Marcel Griaule est ethnologue et qu'il devient défenseur d'une cause et d'un pays. Et on peut se demander que font les ethnologues qui sont confrontés à une guerre sur leur terrain d'étude. Vous indiquez dans votre livre que les ethnologues ont des sympathies pour les sociétés qu'ils observent, donc qu'ils connaissent les coutumes et les traditions. Et vous dites également que les frontières séparant l'observation, l'expertise, le conseil et l'engagement politique aux militaires se brouillent et que les ethnologues doivent choisir. Alors vous, en tant qu'ethnologue vous-même, à votre avis, est-ce qu'il serait possible de voir actuellement un ethnologue participer à la diplomatie multilatérale ? Alors, vous posez la question, évidemment, qui était la question essentielle de ce livre, qui est le but, c'est-à-dire la question de l'engagement. Est-ce que l'engagement est nécessaire dans ces moments particuliers qui sont des moments de violence, de guerre, voilà. Est-ce que l'ethnologue à un moment donné peut dire écoutez, moi c'est pas mon rôle, je n'ai pas à intervenir dans ces événements, en sachant aussi que les ethnologues eux-mêmes sont associés à des États ou des pouvoirs. J'ai parlé par exemple des ethnologues italiens. On pourrait peut-être rencontrer ou trouver des ethnologues italiens qui ont servi à l'entreprise mussolinienne. Donc, l'idée qu'on s'engage toujours du bon côté n'est pas du tout évidente. Et moi, dans la démonstration, dans le livre, j'ai étudié par exemple, j'ai mis en parallèle l'engagement de Griaule et puis l'engagement de certains ethnologues français pendant la guerre d'Algérie, par exemple, qui se sont mis au service de la violence coloniale française à ce moment-là. Donc l'idée qu'on s'engage toujours du bon côté et que l'ethnologue est toujours du bon côté n'est pas du tout évidente. Griaule le fait
le fait très volontairement. Il se lance dans une expertise appliquée, en vérité, voilà, c'est-à-dire qu'on sort les recherches de leur cadre de bibliothèque, ou en tout cas d'écrit, pour les confronter aux événements et à la dure réalité de la violence ou de la guerre. Alors, pour Griol, compte tenu de tout ce que j'ai dit antérieurement, de son propre caractère, et puis de son expérience de militaire, c'est quelqu'un qui a fait la guerre. La guerre n'est pas une nouveauté pour lui. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes hommes, ils ne sont pas comme nous. Voilà. Je veux dire, ils ont connu quand même des violences extrêmes qui étaient celles de la guerre de 14-18. Et dans les textes de Griol, 14-18 est toujours présent d'ailleurs. Il est présent par rapport à sa propre démonstration, mais présent aussi parce que, évidemment, toutes les populations européennes ont été traumatisées par cette guerre. Et pour leur parler de la guerre, il faut leur parler de 14-18. Et c'est ce que fait Griol. Voilà. Donc la comparaison, elle est là. Elle est dans sortir de cette guerre africaine avec des images européennes. Voilà. Dans le type de la tentative d'explication. Voilà. C'est toujours extrêmement formidable. Et je trouve d'ailleurs que les images de guerre sont toujours marquées. Vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de la guerre d'Ukraine, on va parler de Verdun. On va dire d'un Verdun ukrainien, etc. Donc on transfère les images parce que certaines images sont tellement fortes et tellement imprégnées dans notre imaginaire qu'elles sont nécessaires pour parler de la guerre. Donc Griol le fait en connaissance. Et il va développer, bien entendu. Et c'est un homme engagé, voilà. C'est-à-dire que, évidemment, il dit nous ne pouvons pas être que des chercheurs, nous ne pouvons pas être que des intellectuels dans notre tour d'ivoire. Quand les événements se passent, quand les populations que nous étudions sont des populations menacées, qui peut-être même de destruction, alors notre rôle, bien entendu, c'est la fonction politique aussi. Très importante de l'individu. Parce qu'un ethnologue n'est pas qu'un ethnologue. Il est aussi un citoyen de son pays et peut-être un citoyen du monde. Et il a d'autres choses à dire que sa simple ethnologie, en tout cas. En tout cas, il faut dépasser et aller plus loin que les limites traditionnelles de l'écrit, ou en tout cas du récit scientifique. Et donc, c'est cette question de l'engagement. Et moi, c'est certainement ce choix du sujet, cette position de Griol qui m'a à la fois passionné et mobilisé pendant toutes ces années, c'est de dire évidemment jusqu'où peut-on aller, voilà, c'est sur ça, et jusqu'où doit-on aller du point de vue à la fois de l'intérêt et de l'action vis-à-vis des populations. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire nous ne pouvons pas rester que des simples intellectuels. À un moment donné, il faut quand même que nous nous engagions sur des terrains quand les situations sont devenues totalement insupportables. Merci beaucoup de nous avoir transmis votre passion pour Marcel Griol et pour toutes ces questions. Notre conversation touche à sa fin. Merci encore d'avoir pris le temps d'être avec nous, Yves Pourchet, et à très bientôt sur The Next Page.